Vive l'empereur, avions-nous coutume de claironner chaque matin dans le dortoir du pensionnat, quand les rêves érotiques de la nuit se ratatinaient à l'entrée du surveillant chargé de nous sortir du lit. Vive l'empereur, c'est encore le sens du plébiscite en faveur de Napoléon III après son coup d'État du 2 décembre 1851 qui lui permit de restaurer l'Empire, mettant un terme brutal à la Seconde République. Vive l'empereur, c'est aussi un souhait de longue vie et de bonne santé dans la Chine impériale que l'on trouvera bien plus tard sur les affiches à la gloire de Mao et dont les Japonais tirèrent leur fameux Banzai! Les difficultés rencontrées par Napoléon à Moscou firent le miel de cet étonnant peintre russe qui mourut sur un navire militaire. Il dédia ce tableau à tous les grands conquérants anciens, actuels et à venir. La mansuétude présumée d'Alexandre vis-à-vis du roi des Perses Darius III a contribué à sa légende de conquérant insatiable mais magnanime, en occultant un peu les aspects plus sombres de sa personnalité. Assiégé dans son palais, écrivit Delacroix, Sardanapale donna l'ordre d'égorger ses femmes, ses pages, jusqu'à ses chevaux et ses chiens favoris. Aucun des objets qui avaient servi à ses plaisirs ne devait lui survivre. Il faut croire que Gergovie lui avait donné des insomnies. L'indignité du traitement infligé par César à Vercingétorix après la défaite d'Alésia prouve que l'empereur dictateur en avait eu très peur. Et comment s'en étonner quand on sait qu'il manœuvra pour que le grand Pompée soit assassiné par le petit frère et époux de Cléopâtre avant de faire semblant d'en être vraiment très fâché. Non seulement le salut César s'adressait à tous ses successeurs, ici Vitellius, mais le « ceux qui vont mourir te saluent » ne fut prononcé qu'une seule fois par des soldats renégats et lors d'une nomachie. Le salut était destiné à Claude, grand amateur de batailles navales et oncle de Néron, qui, de son côté, préféra les persécutions de chrétiens aux jeux du cirque. Il est parfois si difficile de tromper l'ennui. Bien qu'elle ait été reine, pas impératrice, celle qui fut aimée de César puis de Marc-Antoine a ici toute sa place. La légende autant que la propagande en ont fait la femme fatale, dans tous les sens du terme. Rétablissons une vérité historique, Charlemagne n'a pas eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Il l'a simplement mise à jour, c'est l'école 2.0 en quelque sorte. Sacré Charlemagne tout de même. Son orgueil blessé lui ayant enjoint de faire raser Pamplune, les Ibères anéantirent en représailles l'arrière-garde de son armée dans une vallée encaissée des Pyrénées. Roland le Preux paya pour son tonton. Celui-là aurait mérité d'être empereur, et l'histoire a été injuste avec Henri VIII en faisant l'un des grands inspirateurs du personnage de Barbe Bleue, alors qu'il n'a fait décapiter que 2 de ses 6 épouses. Et celui-là prouve la complexité d'un débat sur le pouvoir. Car avant de recevoir en fin de règne le titre d'empereur de toutes les Russies, il fit entrer son pays dans la modernité, mais aussi dans l'absolutisme. Une œuvre de propagande, c'est un florilège de mensonges. Entre autres, Maman Buonaparte avait refusé d'assister à la cérémonie et l'ambassadeur d'Istanbul n'avait pas été autorisé à entrer dans la cathédrale. Chacun son truc. Son oncle visitait les pestiférés à Jaffa, lui les inondations à Tarascon. Mais soyons justes, les artistes lui doivent une fière chandelle. C'est Badinguet en effet qui initia le salon des refusés. Nous avons vu défiler un certain nombre d'égos hypertrophiés, mais le comble est atteint par les empereurs républicains. Une fois balayé le droit divin, ils exigent de nous obéissance en se plaçant au-dessus de Dieu, ni plus ni moins. Vive l'impératrice, associée à sa beauté et son tempérament passionné, sa fragilité psychique en a fait un archétype de l'héroïne romantique. Elle s'accordait mal avec un empereur d'époux qui vivait en uniforme, au propre comme au figuré.